c'est 50% des salariés se plaignent de TMS et c'est 85% des causes d'inaptitude dans la majorité des cas. Moi, je réponds souvent, vous savez, c'est pas 50% des salariés, c'est 100%. C'est-à-dire tout le monde a mal quelque part. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver et nous allons combler le trou dans la raquette avec mon invité aujourd'hui. Je reçois Julien Alexandre, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes kinésithérapeute et formateur en santé au travail, spécialisé en ostéo-articulaire et pathologie du sport, co-créateur d'une table d'étirement qui s'appelle PhysioStretch. D'accord. Et alors c'est une table pour s'étirer. C'est ça. Elle n'est pas plate votre table. Non, c'est une sorte de fer à repasser qu'on déplie et c'est pour faciliter l'étirement, pour s'étirer tout seul, parce que c'était compliqué d'expliquer aux gens comment s'étirer il y a 15 ans. Donc on a inventé un produit entre kinés à la base pour que on est tous un peu feignants, donc faciliter l'accès à l'étirement via une petite table où ça met en tension le corps humain sur différentes facettes du corps et c'est plus simple de s'étirer, plus facile, plus confortable et ça fait le job, 50% du job est fait rien en ayant juste à s'asseoir dedans et après le reste il faut faire quelques petits mouvements pour s'étirer, mais voilà, c'est hyper pratique et du coup au départ c'était fait pour les particuliers et maintenant on en met dans les entreprises pour pouvoir mettre un petit peu d'étirement à la salle café, on va dire. Ouais, ça c'est les entreprises qui aiment bien leurs salariés. Votre devise, si vous ne prenez pas du temps pour votre bien-être, vous serez obligé d'en prendre pour votre maladie. Oui, ça c'est une phrase qui est souvent répétée par les préventeurs en santé et donc la majorité des pathologies qui nous entourent nécessitent quand même de s'occuper un peu de soi. Alors moi je suis proactif et je fais beaucoup de choses mais malgré toutes ces choses-là, pour pouvoir les faire en bonne santé, il faut essayer de se mettre un peu de discipline et de rigueur en essayant de respecter plusieurs piliers de la santé que tout le monde connaît plus ou moins, que je rappelle comme miser tout sur le sommeil, l'alimentation et l'activité physique entre autres, et continuer à avoir des activités intellectuelles riches et variées et là quand on mélange tout ça, on vieillit moins vite, on reste en forme et ça permet d'avoir des journées bien remplies et de continuer 7 jours sur 7 à être en pleine forme. On va parler des TMS ce matin, des TMS qui ont explosé ces 20 dernières années. Alors comment est-ce que, puisque c'était un petit peu, vous m'avez envoyé un mail, c'était un peu l'accroche de votre mail, racontez l'histoire des TMS autrement. Alors TMS, c'est les initiales de quoi ? Alors TMS, ça veut dire trouble musculo-squelettique, ça veut entre guillemets rien dire, si ce n'est que c'est affilié au travail, c'est-à-dire que c'est toutes les bobologies que vous avez et que j'ai, que tout le monde a. J'ai mal à l'épaule, j'ai mal au dos, on appelle ça des pathologies ostéo-articulaires courantes, pour ce qui est du jargon kiné. Et puis on a un autre nom, TMS, mais c'est la même chose, sauf que quand on parle TMS, on associe toujours ça à une activité professionnelle. C'est au boulot. Voilà. Le TMS, voilà. Donc c'est un peu réducteur parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se présente, mais les TMS ont un petit peu, on va dire, a priori selon les chiffres, explosé entre 20 et 30 ans, il y en a beaucoup plus. Jusqu'à 4 fois plus. Alors autant on a fait énormément de progrès dans l'accident du travail, c'est-à-dire si je schématise un peu, les gens tombent plus des toits et se coupent plus les bras comme ça. Et là il y a eu énormément de progrès dans la sécurité et il faut continuer à en avoir. Et ça il y a énormément de chemin qui a été fait et il faut encore continuer. Par contre autour du mal-être psychologique comme physique, là les choses n'ont pas beaucoup avancé, ou en tout cas commencent à avancer et c'est pour ça que les TMS ont quand même énormément augmenté. C'est multifactoriel, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de TMS. Le facteur 1 est peut-être pas le numéro 1, mais en tout cas on a identifié qu'il y a 2 fois plus de gens qui travaillent assis qu'avant, entre 20 et 25 ans, et que ce temps assis dans la journée, il a augmenté de 30%. Et s'associe certainement à ça encore plus de sédentarité de nos individus dans la société avant. Alors pour expliquer à ceux qui nous écoutent, on est sédentaire à partir de combien d'heures sur une chaise ? La sédentarité, là, les chiffres pour savoir à peu près les gens qui travaillent, qui ont des métiers assis, avant ils avaient une référence de 5h40
assis sans bouger, et ça a augmenté d'1 heure. Voilà, sans bouger. Donc, ce qui voudrait dire qu'en gros, une journée de travail de 7 heures, on est considéré comme quelqu'un de sédentaire. Oui, parce qu'on a passé quasiment 7 heures sur une chaise. Largement, largement. Et s'ajoute à cela la vie privée. Et on peut rajouter des gens qui, en plus, être assis 5 à 6 heures par jour, vont se rasseoir chez eux via la télé, jeux vidéo, smartphone et autres. Mais indépendamment de ce qu'on fait après. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis sédentaire toute ma journée au travail, mais que je vais faire un footing d'1 heure après, est-ce que je suis quand même considéré comme quelqu'un de sédentaire ? Alors, on a une activité professionnelle sédentaire, mais on a une vie active via l'activité physique. Cependant, c'est déjà bien. C'est déjà, même on va caser ça alors, en termes d'activité physique, il y a 60% de la population qui est sédentaire, c'est-à-dire qui fait quasiment pas d'activité physique au quotidien. Rajoutez à cela éventuellement un métier physique, d'accord ? Et il y a 35% qui le sont plus actifs. Et le terme est un petit peu sévère parce qu'on appelle ça une population inactive, c'est-à-dire qui sont actifs mais qui sont en dessous des recommandations de l'OMS. Donc c'est un peu sévère. Donc on rajoute 30 à 35%. Donc on arrive à 5, 8, peut-être 10% de la population qui ferait à peu près bien les choses, c'est-à-dire qui bougent pas mal dans la journée via leur profession et qui bougent en plus via l'activité physique à raison de plusieurs heures par semaine. Donc quand on a un métier sédentaire, pour répondre à votre interrogation, et qu'on fait de l'activité physique le soir, et qu'on va courir 1 heure le soir ou autre, c'est super bien. C'est même excellent. Cependant, je voulais savoir si ça compensait. Non, ça compense pas forcément. C'était mon idée. Voilà, ça aide, mais reste quand même le quid de savoir que le corps n'a pas bougé pendant 6 heures ou 7 heures, et que ce sont des individus qui peuvent venir consulter ou qui peuvent se plaindre de TMS, de petites douleurs à droite à gauche, qui sont peut-être essentiellement dû à ce fait de ne pas bouger, parce que comme je fais 1 heure de footing, je peux permettre de ne pas bouger, ça ne marche pas tout le temps comme ça, et on les rééduque à essayer juste de bouger. On parle de 1 minute de mouvement du corps toutes les heures, totalement compatible avec une vie professionnelle, et s'ajoute à cela l'heure de sport, et tout va bien. Voilà, c'est l'idéal d'avoir une petite activité sportive quotidienne et du mouvement différemment quotidien, c'est parfait. Enfin, ceci dit, celui qui fait 1 heure de sport par jour, il n'a pas une petite activité sportive. Hein. Oui. Alors, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, et c'est déjà même excellent, parce que tout le monde le fait. Beaucoup de gens, 95% ne le font pas. Le font pas, c'est pour ça. J'ai pris 1 heure, mais j'étais très ambitieux par rapport à l'objectif. Quels sont les TMS les plus fréquents que vous rencontrez, vous, en cabinet ? Alors, c'est le rachis et les épaules. Le rachis, la colonne vertébrale dans son ensemble, et les épaules. C'est ce qu'on voit vraiment le plus. S'ajoute à cela un petit peu de coude, un petit peu de poignet. Alors, la Sécu, elle enregistre beaucoup plus de poignets, mais d'un côté tendinite. Ouais, ou canal carpien. Mais ça, c'est pour les chiffres de la CPM. Pourtant, pour les entreprises et les consultations en libéral et les consultations en entreprise, c'est la majorité, c'est le rachis, la colonne dans son ensemble et les épaules dans la grande majorité. Il y a un médecin irlandais, je ne sais pas si vous avez vu cette étude, qui a identifié un syndrome, le syndrome de la fesse morte ou amnésie fessière, et qui disait qu'une position assise prolongée occasionne une sorte d'amnésie des fessiers. Pas assez sollicité, les muscles fessiers oublient comment se mettre en mouvement. Alors, je ne connais pas cette étude, mais... ça m'a fait rire, parce que j'ai regardé ces sédentarités. Oui. Le fessier, c'est un des muscles les plus puissants du corps, avec le quadriceps. Et effectivement, en plus, il a été prouvé que quand on a des fesses relativement assez toniques et fortes, on a moins mal au dos. C'est pour ça qu'il disait que comme elles étaient plus habituées à travailler, ça donnait des douleurs dans le bas du dos. Voilà. Et d'ailleurs, en rééducation, en kiné ou en conseil, pour le mal de dos, on ne fait pas forcément que du renforcement musculaire du dos, mais beaucoup des fessiers. Parce que ça participe énormément au rétablissement d'un dos plus tonique et d'un meilleur maintien. Donc vous, votre credo au quotidien, c'est pas le massage ? Non. En entreprise ? Oui, en entreprise, mais même j'imagine qu'en cabinet, vous pratiquez pas. Le gros de votre activité, c'est pas le massage ? Non, ce n'est plus. C'était déjà pas beaucoup avant, c'était occasionnel. Parce qu'avant, on disait masseur, kinésithérapeute. Oui, ce serait moi, on s'appellerait des rééducateurs, des kinésithérapeutes. D'ailleurs, même ma plaque et mes confrères, on n'a pas marqué masseur kiné, on a marqué kinésithérapeute DE, parce qu'on n'est pas des masseurs. Le massage, c'est bien. Et si je pouvais me faire masser tous les jours, je le ferais.
parce que je trouve ça très agréable, très bien, et ça peut avoir des vertus thérapeutiques. Voilà. Mais le massage fait partie d'un outil, de la boîte à outils de kiné, qu'il faut avoir, mais masser... d'avoir une pathologie ostéo-articulaire au cabinet et de proposer 10 séances de massage, eh ben, on va perdre un peu son temps, tout le monde va perdre son temps, et il ne va pas y avoir d'effet. Mais de faire peut-être une séance de massage, et encore sur 10 séances, oui, ça peut avoir son intérêt pour telle ou telle raison, mais non, les kinés massent, si on veut faire vraiment du massage et vouloir faire masser plein de fois, il faut aller voir des masseurs qui sont très très bien, voilà, et ils ont bien raison de le faire. Ou des masseuses. Ou des masseuses, voilà. Et le kiné va peut-être faire un massage, mais va surtout être dans le mouvement et dans le conseil. Parce que la puissance thérapeutique la plus importante, ça reste quand même le conseil. C'est l'arme la plus importante. Ce qu'il faut faire tous les jours ou retirer ça, faire ça, c'est parce que ça, c'est tous les jours. Et c'est le conseil. Moi, je raconte tout le temps à mes patients, mais mes collègues font pareil, les kinés font pareil. Moi, je vais vous apporter très peu. Mais par contre, si vous avez bien compris les conseils et que tout ce que vous allez faire tous les jours, ce que vous allez faire tout seul tous les jours, ça va être bien plus puissant que mes petits doigts. Un kiné, on peut le voir en accès direct, en fait, aujourd'hui, ou pas ? Oui, l'accès direct à la kiné... Alors, c'est-à-dire sans passer par son médecin traitant. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, l'accès direct à la kiné, c'est un sujet de société, et autour de la CPM, c'est en débat pour que ça soit plus officiel à partir de 2026, selon mes sources. Mais l'accès direct à la kiné, vous pouvez aller voir un kiné demain, sauf que sans ordonnance, vous n'êtes pas remboursé. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Donc on peut, oui, mais on n'est pas remboursé. C'est ça. Donc on peut pas. Sauf à payer la séance. Exactement. Ouais. Alors nous, ça nous arrive, et mes confrères, mais moi ça m'arrive de voir des gens occasionnellement, une fois, 2 fois, parce qu'ils sont bloqués du dos, parce qu'ils ont pris l'initiative d'abord d'aller voir le kiné pour des choses très simples, comme on va dire le blocage du dos. Pouvez-vous me dépanner ? J'ai mal, et ceci, cela. On fait une séance, voire 2, ils payent de leur poche. Voilà, et ça arrive, et ils n'ont pas besoin, voilà. Et nous on est assurés pour ça, hein, on a les compétences et assurés pour ça, et c'est au kiné un jour, voilà, si la personne me dit j'ai mal au dos, je suis bloqué du dos, et que la personne me dit mais je suis tombé de mon échelle, là je lui dis c'est pas moi qu'il faut aller voir monsieur ou madame, il faut aller voir votre médecin, là pour le coup, parce que ce n'est pas un labago, c'est pas quelque chose de simple qu'on gère. Il faut d'abord gérer ça par un médecin. Et après, quand vous serez diagnostiqué et qu'on aura enlevé ce qu'on appelle les drapeaux rouges au niveau kiné, vous pourrez venir me voir. Donc on peut avoir l'accès direct sans ordonnance. Les red flags, voilà. On peut avoir l'accès direct, mais il faut savoir dire stop si ça fait plus partie du champ de compétences de kiné pour les pathologies ostéo-articulaires courantes et non graves. Parce que nous, on est spécialistes du pas grave. Moi, naïvement, je pensais que quand les gens étaient bloqués du dos, ils allaient voir un ostéo. Aussi, c'est très bien aussi, il n'y a pas de raison, ils peuvent voir l'ostéo, voilà. Après, en 2026, a priori, il y aura l'accès direct à la kiné remboursé, sans ordonnance, qui est en cours. Alors je sais que c'est le cas dans 82 pays du monde, hein, l'accès direct aux paramédicaux. Il y en a certains qui peuvent même prescrire des imageries et même des arrêts de travail. Voilà, mais bon, tout ça se met en place. Mais vous n'êtes pas des paramédicaux, vous ? Si, kiné, c'est paramédical. Vous êtes des auxiliaires de santé, non ? Non ? Ouais. Mais... Alors pour moi, paramédical, c'est pas... Mais vous êtes considéré comme paramédical. Oui. Ouais. Julien Alexandre est notre invité, kinésithérapeute et formateur en santé au travail, spécialiste en ostéo-articulaire et pathologie du sport. À noter que tout le monde souffrira d'une pathologie ostéo-articulaire au cours de sa vie. Ah oui, alors ça, quand on me parle de TMS et que je suis en entreprise, souvent, a priori, c'est 50% des salariés se plaignent de TMS et c'est 85% des causes d'inaptitude dans la majorité des cas. Bon, tout ça, c'est des chiffres et moi, je réponds souvent, vous savez, c'est pas 50% des salariés, c'est 100%. C'est-à-dire tout le monde a mal quelque part. Tout le monde. Ça, c'est normal. C'est vous avez mal quelque part, tout le monde a mal quelque part. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas mal quelque part, demain, vous aurez mal quelque part, ou hier, vous avez mal quelque part. Donc ça, comme j'explique aux individus, c'est normal d'avoir des douleurs. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'elles durent dans le temps. Qu'elles deviennent chroniques. Donc si vous me dites j'ai mal au dos aujourd'hui, je dis bon, ça jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Mais si on se revoit dans 6 mois et j'ai toujours mal au dos et c'est la même douleur et ça n'a pas changé, là, c'est pas normal. Et là, j'ai envie de vous demander, qu'avez-vous fait ?
Alors si vous me dites j'ai rien fait, je m'en suis pas encore occupé, bon, on a la réponse. Si vous me dites si j'ai tout fait, alors on va détailler le tout fait. Et le tout fait, je schématise et je fais exprès de schématiser. J'ai vu 3 médecins, j'ai fait 17 radios et j'ai pris 4 médicaments différents. Donc on répond, pour l'instant, vous n'avez rien fait. Donc il n'y a toujours pas d'action. Si je suis allé voir un ostéo, et un kiné qui m'a massé et un ostéo qui m'a manipulé. Mais j'ai toujours... voilà. Et là, donc vous n'avez toujours rien fait. Pourquoi ? Parce que quel est le changement de comportement de vie que vous avez essayé d'avoir pour améliorer votre problème de dos ? Et ça, c'est un conseil, soit par des routines d'exercice, soit par plus d'activité physique pour certains, ou démarrer l'activité physique, soit par des changements de comportement assis sur votre fauteuil d'ordinateur, ou des changements de comportement pour les métiers physiques quand ils sont à l'extérieur ou autres, à porter des charges. Donc il faut qu'il y ait une action qui se passe pour savoir s'il y a un vrai changement. Et c'est là-dedans qu'on va trouver la guérison. Et quand bien même vous me dites si j'ai fait des mouvements, j'ai fait une petite routine, ça n'a pas bien marché, c'est pas grave, on pourra que vous applaudir et que on vous a pas donné, c'est juste pas la bonne clé. Mais un autre conseil, il faut tenter l'action dans une autre clé. On a une culture trop passive du soin, trop passive, voilà, je m'allonge, j'attends qu'on s'occupe de moi, je vais voir une blouse blanche, je m'allonge, on me file des médocs, on me dit de me reposer. C'est pour ça qu'on va voir l'ostéo, parce que c'est magique. Voilà, c'est un peu magique. Vous êtes bloqué, vous êtes plié en deux et vous attendez qu'il vous redresse. Voilà, et donc ça peut marcher, donc des fois ça marche pas, mais ça marche. C'est pas la question n'est pas là, la question est de savoir quand je ressors, est-ce que j'ai eu un conseil ? Est-ce qu'on a fait un petit temps de prévention, savoir comment je vis mon quotidien pour éviter la récidive ou pour comprendre pourquoi je me bloque. Parce que le problème du mal de dos, c'est que voilà, on n'a pas mal tous les jours au dos. Ça revient, voilà, oui. de temps en temps. Oui. Alors c'est normal d'avoir mal, et si tant est que vous avez un problème de dos et que ça va mieux, on est quasiment sûr que vous allez récidiver. Parce qu'on n'est pas parfait, que vous allez faire des choses bien et des choses moins bien, et vous allez récidiver, et c'est de nouveau normal de récidiver. Mais si vous avez une recette qui a marché en autogestion, et c'est ça qu'on essaye de vendre entre guillemets, l'autogestion, apprendre à gérer mieux son dos tout seul, et il y a un panel de choses à faire aujourd'hui qui est très intéressante. Donc vous gérez votre autogestion, donc on explique aux gens, tiens, essayez telle routine de mouvement parce que c'est relativement assez fiable. Il y a deux concepts. Un, la routine. Oui. De l'autogestion. L'autogestion. Alors, expliquez-nous en quoi ça consiste l'autogestion de son dos. D'accord, l'autogestion de son dos. On a du temps, donc donnez-nous des routines du dos. L'autogestion du dos, c'est d'avoir éventuellement une petite routine tous les jours, de faire de 1 à 2 ou 3 minutes de mouvement de déverrouillage matinal. Ça peut être une très bonne routine. Mouvement très simple de déverrouillage matinal. Deuxième routine, c'est... On va dire comme ça, 1 fois par heure, dans sa journée professionnelle, on va faire un mouvement pour le dos. Ça, c'est la deuxième routine. Un mouvement, souvent on donne un mouvement dit d'extension, qui marche bien dans 8 cas sur 10. Alors, il faut expliquer pourquoi d'extension. Voilà. Ah oui, l'extension, c'est assez rigolo. Entre guillemets, moi qui ai 27 ans de pratique, c'est tout l'inverse de ce qu'on faisait il y a 27 ans. C'est ça qui est intéressant dans la science, c'est qu'aujourd'hui, en tant que kiné, il y a des choses que je fais que j'aurais jamais pensé faire il y a 27 ans et qui étaient même contre-indiquées. L'évolution de la science. Et c'est pour ça que quand je vais en entreprise, on vient mettre des petits pavés dans la mare, parce que beaucoup de pathologies ostéo-articulaires simples qui nous entourent, il y a eu des grands changements, on va dire ces 10 dernières années, et c'est intéressant de le faire savoir, et qui sont plutôt des changements positifs, c'est plutôt intéressant, voilà. Et en ce qui concerne l'extension du rachis, qui était quelque chose de contre-indiqué il y a 20 ans en arrière, maintenant c'est ultra indiqué, parce que déjà c'est physiologique, premièrement, et que la compensation, le fait qu'on soit trop en flexion, c'est-à-dire penché vers l'avant, vous et moi, on passe à peu près statistiquement 80 à 88% de la journée pliée vers l'avant, et que si on fait donc en flexion, voilà, plié vers l'avant, mettre un petit peu d'extension dans sa vie permettrait d'équilibrer un petit peu les pressions et les contraintes sur le dos, et soit de prévenir, donc d'avoir moins mal de dos, et dans les cas où on est un peu dérangé, un petit peu mal, même de guérir de manière répétitive de la journée. La condition à ce que ça marche, et c'est valable pour tout ça, c'est le fait d'être répétitif. Tous les jours, vous et moi, vous avez mal au dos, vous allez faire un petit mouvement d'extension, vous allez le faire 1 fois. Et ça va vous faire du bien 3 minutes. Mais si vous faites ça 100 fois dans la journée et pendant 3 jours, là, il va vraiment se passer. Vous allez vraiment vous faire du bien, voire peut-être vous réparer.
D'où le fait d'installer des routines. Et des routines, voilà. Donc, on peut avoir des routines quand on a un problème de dos ou par prévention. Souvent, c'est quand on a mal. La douleur, elle fait tout. C'est la douleur qui dirige les gens qui sont motivés. J'en ai marre d'avoir mal, donc je vais écouter ce que me dit le kiné ou le médecin ou autre. C'est souvent la douleur. D'où l'importance d'avoir mal. Enfin, quand vous avez mal au dos, vous savez que vous avez mal au dos. Hein. Voilà, mais après, quand on n'a plus mal, souvent on perd un peu le rythme, ou alors on a eu très très mal et on veut plus que ça recommence. Bon voilà, ça dépend des profils. Mais cette routine de mouvement de dos, et puis après, ça c'est le quotidien. Alors l'extension, donc c'est-à-dire donc c'est de tirer vers l'arrière. Oui. C'est ça une extension. Oui, c'est de se plier, mais dans l'autre sens vers l'arrière, qui est très connu maintenant parce que grâce un petit peu au yoga ou à toutes ces exercices un petit peu qu'on trouve dans ce genre de pratique du reste, où il y a déjà l'extension ancestralement, on va dire, et qu'on voit beaucoup, maintenant tout le monde voit de quoi on parle. Si je vous parle de l'exercice du cobra, maintenant... Mais montrez-moi. Non, parce que c'est bien joli de m'en parler. Mais alors, moi, par exemple, debout, si vous mettez... mettez-vous debout avec votre micro, voilà. Parce qu'on fait de la radio quand même. Voilà, debout, là, cet exercice très simple, connu de tous les kinés, quand on vous pliez vers l'arrière, comme ça, ouais. Voilà, ça c'est un exercice d'extension extrêmement pratique, parce que je me lève de la chaise, je me plie, je peux continuer à travailler, je peux continuer à discuter, je me plie, un mouvement, ça fait rien, d'accord ? 10 mouvements, ça peut commencer à faire du bien, mais 5 x 10 dans la journée, là, il se passera quelque chose. Donc vous avez fait 10 rotations vers l'arrière. Je me plie vers l'arrière 10 fois, et en fait, ce qui manque aux gens, c'est tout le monde connaît ce mouvement. Tout le monde l'a fait au moins une fois, mais il leur manque 3 informations. La première, c'est que c'est bien de le faire. C'est prouvé scientifiquement que c'est intéressant de le faire. La deuxième information, c'est que c'est la quantité qui va faire du bien, et pas un mouvement. Et la troisième information qui manque aux individus, c'est comme la journée, vous osez sans problème vous plier très très loin vers l'avant, n'hésitez pas de vous-même à vous plier très très loin vers l'arrière. Mais c'est vous qui faites. Là, il me faut un treuil pour me relever. C'est vous qui faites. C'est vous connaissez votre corps, c'est vous qui faites, donc ça sera forcément bien fait. Et d'où éventuellement le fait que ça soit, si c'est un kiné qui vous plie avec ses mains ou un ostéopathe qui vous plie avec ses mains, le risque est plus fort. Alors que si c'est vous-même qui faites, c'est pour ça que l'autogestion, c'est entre guillemets pas dangereux et entre guillemets extrêmement adaptatif, parce que on connaît mieux son corps soi-même et on ressent les douleurs. Voilà, ça c'est une des règles, c'est le bon mouvement, c'est le mouvement qui vous convient. Ah oui, tout à fait, parce que là, ce mouvement-là, il est super pour 8 personnes sur 10 statistiquement, il y en a une ou deux qui va me dire, moi ça me convient pas et je préfère faire autre chose. Et c'est la personne qui a raison et pas le kiné qui a raison ou le conseiller qui a raison. C'est la personne qui choisit son mouvement. Quand on parle du mal du dos, aujourd'hui on parle du mal du siècle. Est-ce que vous avez constaté en 25 ans de pratique qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont mal au dos, et est-ce que ces maux de dos sont les mêmes ou ils ont changé de nature ? Ok, oui, je pense que ça reste encore d'actualité de dire que les maux de dos, parce qu'il y a différents problèmes de dos, et le mal du siècle, je rajouterais les épaules, mais c'est un lien avec la colonne, parce que le dos, quand on parle du dos, vous pensez lombaire, mais nous, on va penser quand même dans le panel, les rachis dorsales et le rachis cervical, et qui dit rachis cervical dit épaule. Donc il y a quand même énormément d'épaules avec le dos, et oui, ça reste extrêmement fréquent, et c'est la majorité des consultations, une grosse majorité des consultations qu'on fait, dos et épaules. Voilà, vous avez déjà contaminé quelqu'un. Oui, je vois qu'il essaye. Non, cela là, avait en faire deux et demi, et il s'est déjà arrêté. En direct, il va se faire mal. non, mais il souffre atrocement. Je crois que ça faisait pas mal, moi. Alors, c'est un mouvement qui fait mal. C'est avant, pareil, tous les mouvements qui étaient douloureux étaient contre-indiqués. Aujourd'hui, c'est pas parce que ça fait un peu mal qu'il faut pas le faire. Alors, on va faire la différence entre grincer des dents et hurler. Donc, s'il grince un peu des dents, il verra bien ce que ça... C'est lui qui va décider en répétant ce mouvement. C'est le après qui fait foi et pas le pendant. C'est-à-dire savoir ce qui se passe dans les 10 minutes après et savoir ce qui se passe de jour en jour si je le répète. Mais s'il le fait, il va peut-être grincer un tout petit peu des dents et ça, on s'en moque. Par contre, s'il hurle au plafond, non. Oui, donc il y a énormément de mouvements comme ça dans le corps humain où la douleur n'est plus un problème. Il faut tester son corps et voir ce qui se passe à la répétition et mettre la limite entre avoir très mal et avoir un peu mal. Mais quid de savoir ce qui se passe
après. Et il n'est pas rare d'avoir des mouvements qui sont un peu douloureux pour les articulations du corps, qu'on répète et que derrière on y trouve un mieux-être. Donc c'est un petit peu, faut tester et voir un peu ce qui se passe. On peut se donner des codes, on donne des codes aux patients pour essayer de s'auto-gérer tout seul et de suivre le programme ou pas. Mmh. Est-ce que les TMS ont changé depuis l'augmentation du télétravail ou pas du tout? Ou c'est un sujet de médias? Ok, quand j'étais étudiant dans les années 90 en termes de kiné, on nous disait que nos cabinets allaient être remplis de maçons et de charpentiers. En fait, ils sont remplis de gens qui travaillent devant des écrans, déjà, premièrement. On n'a pas tant que ça. Ça, faudrait avoir la CPM pourrait en parler ou d'autres confrères pour en parler, mais je trouve qu'on n'a pas tant que ça des métiers physiques, mais franchement, on a énormément de métiers sédentaires. Des gens qui font des métiers de force. Voilà, donc les métiers de force, parce que les métiers de force en soi, ça fait parfois sourire, mais quand j'ai des groupes de métiers physiques, je leur explique, et ils font un peu ils montent les yeux au plafond, mais je leur explique que c'est une chance d'avoir un métier physique. Là où on pensait qu'il y a 30 ans, c'était pas une chance, pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils bougent toute la journée. Et c'est exactement dont on a besoin. Alors peut-être qu'il y a de la quantité, de trop pour certains, il y a des conditions à bouger, mais globalement, dans le bénéfice-risque, il faut mieux être dehors, d'avoir un métier physique dehors, à porter des charges, c'est bien mieux pour la santé de l'individu que de rester enfermé, sans lumière, devant un écran, sans bouger. Donc ça, c'est-à-dire que le corps n'est pas fait pour être assis. Il n'est pas du tout fait pour être assis et il est vraiment fait pour porter des charges et tirer des câbles et porter. Et ça, il est vraiment fait pour ça. C'est juste une histoire d'organisation dont on peut reparler, mais pas du tout fait pour de l'écran, peu de lumière et sans bouger. Donc la fausse idée, c'est de dire que si on croit qu'on se repose sur une chaise, c'est faux. Ah oui, c'est pour se reposer, il faut se fatiguer. Donc plus on se fatigue et plus on se repose. J'ai un petit terme comme ça, plus on se repose, moins on se repose. Donc si vous voulez vraiment être en forme, il faut avoir des journées bien fatigantes physiquement. Et donc du coup, si vous avez des journées bien fatigantes physiquement, comme par hasard, vous allez bien dormir, faire des nuits bien réparatrices, vous allez peut-être réguler facilement plus votre poids, vous allez mieux manger certainement, et c'est comme ça que vous allez avoir une meilleure forme. Alors que pas bouger, c'est le cercle vicieux des articulations qui, entre guillemets, pourrissent, du corps à l'intérieur qui pourrit un peu, et des nuits qui ne sont pas réparatrices. Et donc, du coup, derrière, je suis fatigué. Souvent, les gens qui sont fatigués disent « il faut que je me repose ». Et des fois, je leur dis « ça fait déjà 5 ans que vous vous reposez. Et vous ne voulez pas changer de stratégie ?» Parce que à chaque fois, il faut vous reposer, mais au bout de 2 jours, ça suffit de se reposer. Et le repos, il est dans l'action physique. Vous donnez, Julien, des conférences en entreprise. Vous avez un site, pour ceux qui nous écoutent, ça s'appelle travaille-ta-santé.fr. Vous vous déplacez dans toute la France pour donner et porter la bonne parole. Oui, dans toutes les entreprises physiques ou sédentaires, je travaille soit en direct avec moi et je suis mandaté par un organisme de formation aussi qui, grâce à cet organisme de formation, souvent les organismes de formation, là c'est un organisme de qualité qui s'appelle C3S et eux ils ont quand même l'accès à des très grosses entreprises très intéressantes et cherchent des profils comme le mien et nous envoient dans ces boîtes pour faire exactement ce dont on parle. Donc c'est la deuxième voie d'action, soit une voie en direct, soit une voie via l'organisme de formation, qui sont plutôt des formats longs avec l'organisme de formation, et moi je vais plutôt de mon côté faire des formats moyens et courts. Avec Julien Alexandre qui est notre invité aujourd'hui, kinésithérapeute, on parlait de notre dos tout à l'heure, notre corps a un chronorhythme, par exemple le dos met entre 1 à 2 heures pour se réveiller le matin. Oui, il a été prouvé que le matin, il faut être un peu prudent. C'est peut-être le seul moment où il faut être un peu prudent sur ses articulations parce qu'il y a quand même un réveil articulaire qui se fait, la tension artérielle remonte, il y a plein d'échanges liquidiens qui se font et les articulations se mettent en action, et notamment les disques intervertébraux. Et si on force rapidement après le lever, le risque d'avoir des contraintes importantes sur la colonne par exemple et d'avoir des dysfonctionnements, il est plus fort. Et donc la parade, c'est l'échauffement. L'échauffement articulaire permet d'accélérer
et de diminuer les risques. Et on a les mêmes problèmes que ça soit physique ou assis, parce que alors ça a été beaucoup prouvé sur le physique, un peu moins sur le assis, mais se lever le matin et puis derrière s'asseoir et rester en assis compression comme ça, et sans échauffement, sans mouvement de mobilité, le risque de mettre de la contrainte sur nos disques intervertébraux est plus forte. Donc oui, le matin, la zone est un petit peu de risque. Alors une heure, 2 heures, je ne sais pas exactement. Pour réveiller son corps? L'échauffement, le mouvement. Alors le déverrouillage matinal, ça c'est très bien, c'est souvent conseillé, plus conseillé quand on a 40, 50, de toute façon c'est là qu'on s'en plaint le plus, et au-delà. Et donc quelques minutes de mouvements divers et variés pour commencer à mettre en tension et éveiller nos muscles et nos articulations, notamment de la colonne. Alors qu'est-ce que vous conseillez comme mouvement? Je conseille souvent aux patients des trucs qu'ils font déjà pour ceux qui connaissent, mais des flexions de hanches, des flexions du rachis, des rotations du rachis. On va mettre les deux jambes d'un côté, les deux jambes de l'autre, et de la contractibilité générale du corps, avec on s'étire comme on s'étire le matin, cette histoire de s'étirement. Dans son lit en fait. Dans son lit, ouais. 1 minute, 2 minutes. Puis éventuellement après se lever et puis faire un petit peu de mouvement de bassin, de hula hoop léger, pour mettre un peu d'huile là-dedans. Alors le hula hoop, il faudrait peut-être expliquer à ceux qui n'ont pas connu. Oui, voilà, mais d'un mouvement rotatoire. Un cerceau autour de la taille. Voilà, de mouvement rotatoire du bassin, et c'est la petite quantité. Mais la petite quantité tous les jours est rituelle. Déjà, il faut des petites quantités, parce que si on demande des grandes quantités, on perd tout le monde. Ça intéresse personne. Mais par contre, si on dit une petite minute ou 2, et que ça a ses effets, voilà, l'échauffement qu'on met en entreprise, ça dure 5 minutes. Si on faisait l'échauffement de 20 minutes, déjà l'entreprise ne serait pas d'accord. Et puis les gens ils vont dire non mais c'est trop long. Mais 5 minutes, ça suffit largement pour ce que là vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a clairement des métiers où il faut s'échauffer avant de commencer. Ouais, ah oui, tous les métiers physiques, déjà tous les métiers physiques, ils doivent s'échauffer avant de commencer. Ça limite, c'est prouvé partout dans le monde, ça limite considérablement les TMS. Et c'est 5 minutes. Et c'est pas tout le monde, c'est pas toute l'entreprise. Et le problème en France, c'est que, pour l'instant, je crois qu'il n'y a que 20% à 25% des entreprises qui le pratiquent. Et 2, ceux qui le pratiquent, et moi partout où je vais, c'est sur la base du volontariat. Peut-être au Japon ou autre, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est obligatoire. Oui, en Chine aussi. Voilà, ils font leur gym. C'est obligatoire. Et la base du volontariat, je trouve que c'est... des fois, il faut trop prendre la main des gens. L'entreprise nounou. Ou la personne qui... Voilà, il faut tous les encadrer et leur conseiller. Mais c'est obligatoire. Vous venez là, c'est échauffement. Et après, c'est obligatoire de faire un peu d'étirement 5 minutes avant de rentrer chez soi. Ça a été largement prouvé que ça a diminué. De toute façon, les chefs d'entreprise, ils veulent aussi avoir des salariés en forme, mais aussi gagner un peu de sous, ce qui est normal. Et s'ils dépensent du temps là-dessus, c'est qu'on leur a prouvé et qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup moins de TMS. Que c'était un investissement. Ah bah oui. Qu'ils le récupéraient, cet argent. Ah bah bien sûr. Pour les épaules, qu'est-ce que vous conseillez? Épaules, nuque comme étirement? Alors, on va partir du principe que nos articulations, au sens large du terme, se font du bien dans le sens inverse du quotidien. Nos épaules, alors que l'épaule, elle est 80% aussi du temps de la journée à bouger dans cet espace devant nous, et elle va aimer aller faire l'inverse. L'inverse, c'est d'emmener très haut les épaules au zénith, ou alors très loin derrière soi, encore mieux, ou alors en ouverture. Et une fois de plus, comme on le disait au début d'émission, un mouvement, ça fera rien. 2 mouvements, ça fera rien. Mais si je veux améliorer mes épaules, c'est la quantité de mouvements qui pourra se passer quelque chose. Voilà. Sachant que, on répète, la voie royale de beaucoup de choses, ça reste quand même la force. La force dit activité physique, mais tout ça, ça prend plus de temps. Qu'est-ce que ça veut dire la force? C'est avec du poids? Oui, la force d'avoir du force, d'augmenter sa masse musculaire et via l'activité physique diverse et variée, c'est la voie royale. Mais la voie royale, elle est complétée par un itinérabis qui est l'assouplissement, le mouvement et l'étirement. Et le mouvement, l'étirement, l'assouplissement au sens large du terme, c'est compatible avec une vie d'entreprise. Parce que ça va prendre 20 secondes. Et que tout le monde peut faire 20 secondes par-ci, 20 secondes par-là, de mouvement pour se faire du bien, soit à titre curatif ou préventif, mais tout le monde peut le faire. Et dans l'entreprise, on peut éduquer tout le monde parce que c'est compatible avec tout. Alors, de faire de l'activité physique, c'est pas tout le monde qui peut faire de l'activité physique au boulot, à côté, ça prend du temps, et Dieu sait s'il faut le conseiller, mais c'est moins vendeur, on va dire. Parce que donc, sur une journée de 7 heures de travail, qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, comme temps de pause de récupération?
Alors, une minute de mouvement toutes les heures, en période non douloureuse, ou voilà, parce que quelqu'un qui a très très mal, c'est toutes les 30 minutes. Mais sinon, c'est en période non douloureuse, une minute de mouvement toutes les heures, que les gens font déjà un peu plus ou moins naturellement, mais j'accentue cette info, et surtout, je leur propose d'aller plutôt dans les fins d'amplitude, aller faire des mouvements, aller chercher loin dans le sens inverse de leur posture quotidienne. Donc, une minute de mouvement. Vous voyez, sur les bureaux, les bureaux de demain, il y aura des paires de poids. Pour que le mouvement puisse être éventuellement, vous savez, vous prenez une petite paire de poids de 2 kg, vous les montez 30 fois vers le haut, vous prenez un élastique, le bureau de demain, il a des paires de poids, il y a des élastiques qui sont accrochés au mur, et en tenue de travail, sans transpirer, je vais tirer 20 secondes sur un élastique comme ça, 10 secondes sur un poids comme ça va avoir, c'est peut-être des petits temps, mais ça a énormément d'effets sur la contraction, décontraction du muscle, sur les fascias, sur l'oxygénation, et c'est des choses qui sont peu chronophages pour beaucoup d'efficacité et totalement compatible avec le rythme de travail. Et après, si on a des salles de pause où les gens vont avoir des pauses de 10 minutes, un quart d'heure, un peu plus de pause, et s'ils ont une salle de pause avec l'étape d'étirement, et on fait des retirements. Sinon, je leur préconise de faire un petit aller-retour dans les escaliers, et le mieux, c'est d'aller prendre la lumière et de marcher. Et voilà, parce que c'est vraiment une pause dite rentable. Il faut rendre sa pause rentable. La pause la moins rentable, c'est d'avoir un métier assis et d'aller dans la salle café et de se rasseoir. Et alors là, on perd tout son temps. Donc, si on veut être rentable pour son cerveau et ses muscles, quitte à faire un quart d'heure ou 10 minutes de pause. Allez marcher, monter dans les escaliers. Et voilà. Il me dit fumer une clope. Bon, c'est l'idéal. Pour ceux qui fument, bien sûr. Ouais. Donc, on veut éviter de fumer une cigarette. Voilà. Mais bon, ceux qui vont fumer, admettons. Voilà. Mais bon, la cigarette, c'est un autre sujet de prévention. Bien. Vous avez co-inventé une table d'étirement. Alors, sur les étirements, on a tout entendu, tout et son contraire, qu'il fallait s'étirer avant de faire du sport, qu'il fallait pas s'étirer, que ça servait à rien, qu'il fallait s'étirer après, enfin bref. Ouais. Alors, en fonction des études, d'ailleurs, on n'y comprend plus rien. Oui. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre des étirements ? Est-ce que d'abord, tout le monde doit s'étirer ou pas ? Ok, et oui, c'est vrai qu'il y a une confusion sur l'étirement parce qu'il y a, je pense que ça date de là où il y a eu une publication scientifique valide et auquel je suis totalement, j'adhère, un consensus scientifique pour prouver que l'étirement dit passif avant une activité physique n'était plus préconisé. Voire même ça faisait l'effet inverse. Avant de faire un marathon, il fallait s'étirer pendant 10 minutes. Voilà. Donc ça a été assez prouvé et il y a consensus. Et du coup, cette affirmation scientifique a fait peut-être un pavé dans la mare sur l'étirement. Et de mon regard, je trouve que ça fait quelques années qu'il y a l'étirement bashing où ça fait bien de dire qu'il ne faut plus s'étirer. Effectivement, je redis que la voie royale, c'est l'activité physique, mais à côté de l'activité physique, il faut bien dormir, bien manger et s'étirer. Parce que l'étirement apporte quand même beaucoup de choses à notre organisme, aux muscles et aux tendons, à la vascularisation, à la détente. C'est un moment de détente. Et que l'étirement, c'est en dehors de toute activité sportive. Donc, quand je présente, des fois, je dis étirement passif avant le sport, non. Étirement passif après le sport, why not ? Alors, s'il y a des étirements passifs, c'est qu'il y a des étirements actifs ? Oui. Alors, l'étirement actif, c'est quand une personne qui va lever la jambe de manière active, et voilà, qui va courir, lever les genoux, on va bouger le bras dans tous les sens. Ça fait, on va faire de la mobilité, travailler le muscle, et puis aller chercher de l'amplitude. D'ailleurs, dans les sports un peu avec souplesse, là, par contre, c'est préconisé d'aller faire du mouvement dans les fins d'amplitude parce que leur sport demande des mouvements dans les fins d'amplitude. Donc, ils vont plutôt faire de l'étirement, enfin de la souplesse dans leur préparation d'échauffement. Mais sinon, l'étirement au sens large du terme, il est valable pour tout le monde. Effectivement, j'ai envie de dire, vous avez 20 ans, vous êtes souple, vous nécessitez certainement pas d'étirement ou très peu, et vous avez 40 et vous êtes moins souple, vous êtes plutôt un candidat à vouloir faire un peu d'étirement tous les jours. De toute façon, l'un comme l'autre, les années passant, le tissu se rétracte, et la seule manière que l'on a pour améliorer la souplesse tissulaire reste l'activité physique en faisant des amplitudes. Donc tout le monde ne fait pas d'activité physique avec des fins d'amplitude, et s'octroyer de l'étirement. Et l'étirement, ça crée de la tension et ça crée aussi de la fin d'amplitude. Et l'étirement, on peut cocher la case étirement dans son quotidien professionnel. C'est pour ça qu'on revient là-dessus. C'est que quand je rentre du soir du boulot,
Et ben, j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie, j'ai eu une vie sociale, intellectuelle, et j'ai fait des étirements au boulot. Et déjà, au moins, j'ai tiré un peu sur mes muscles, sur mes articulations. J'ai essayé d'éviter de m'enraidir. Et puis après, à côté de ça, j'essaie de caser l'activité physique. Mais l'étirement est complètement compatible avec la vie professionnelle ou le quotidien, parce que rapide, peu chronophage, pour beaucoup d'efficacité. C'est-à-dire quoi? Vous faites des étirements sur votre chaise? Vous faites... Moi, à titre perso? Non, mais quand vous êtes au boulot, vous faites des étirements comment? Moi, vous n'avez pas touché le bout de vos pieds? Non, je fais des étirements principalement sur la table d'étirement parce que c'est extrêmement pratique. Je mets mon café, je regarde mes mails. Parce que vous avez une table d'étirement. Et oui, elle est devant mes yeux. Donc c'est tellement pratique et ça me repose. On a les jambes en l'air, il y a un petit retour veineux. Enfin bref, c'est ce qu'on appelle une pause rentable. Je fais beaucoup d'activités physiques, donc la case activité physique, elle est largement remplie. Par contre, la case d'étirement, non, pas forcément, parce que j'aime pas trop l'étirement comme tout le monde. Donc partout où vous voyez, même ceux qui parlent soi-disant des étirements plutôt négativement, finalement on les voit faire des étirements parce que ça reste quand même très agréable et très important, sauf que éventuellement on n'en fait pas avant l'activité physique. Son air de rien, de gentil garçon, il balance. Si, vous balancez. Pour ceux qui ont les références. Ah non, mais moi non, mais bien évidemment que vous n'allez pas donner de nom. Ah non, j'ai pas de nom. Non, mais c'est pas de nom à donner. Mais c'est je trouve qu'il y a trop d'étirements bashing. C'est pas de conflit d'intérêt de raconter ça. C'est vraiment à titre personnel. Et j'ai souvent entendu récemment dans une conférence un grand médecin du sport dire vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'étire et je conseillerais toujours l'étirement à mes sportifs dans ce dialogue et cette discussion, à l'exception de l'étirement passif avant l'activité physique. Et le après, ça se discute, mais le jour où vous ne faites pas d'activité physique, étirez-vous, vous ne perdez pas votre temps. Donc, combien de temps on s'étire? C'est l'avantage, c'est que c'est pas besoin de beaucoup. 5 minutes, 10 minutes, mais même 2 minutes, ça sera déjà toujours... 10 minutes par jour, c'est beaucoup. Quand 2 minutes, parce que 2 minutes, ça sera toujours mieux que 0 secondes. Même marcher 2 minutes, c'est toujours mieux que 0 secondes. Donc, non, l'étirement, peu de temps. Alors, ça n'a aucun intérêt de s'étirer longtemps, déjà, aucun. Il faut mieux déjà fractionner. Si vous avez décidé de faire 10 minutes d'étirement, il faut mieux faire 2 fois 5 minutes dans la journée qu'une fois 10. Donc, c'est des petites portions et ça suffit amplement. Éventuellement, peut-être à 70, 75, 80 ans, vous augmentez la dose et encore, j'en suis pas sûr. Mais là, l'étirement, on gagne vite en souplesse. Comme je raconte, le fait de faire un peu de mouvement en fin d'amplitude ou des étirements, c'est assez encourageant parce que assez rapidement, on va trouver le bienfait et on va gagner un tout petit peu en mobilité. Faire du muscle, c'est beaucoup plus long. Et Dieu sait si on dit aux gens de le faire, mais faire du muscle, il faut faire des quantités de séries, il va se passer plusieurs semaines, il faut manger des protéines, et là, on va faire du muscle, mais c'est beaucoup plus long, donc il faut trouver la motivation. L'étirement, vous allez voir, la majorité des gens vont trouver un avantage rapide. Julien Alexandre, votre site travailletasanté.fr. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'être venu depuis la région grenobloise, puisque vous exercez en Isère. C'est ça. Voilà. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM. Philippe.